une question à Philippe Quesnel concernant sa présentation d'autobiographie de Sol Lewitt. La question que je me suis posée en vous écoutant, c'est y a-t-il un concept qui permettrait de saisir ce livre, de le voir comme ça d'un seul coup sous une lumière crue, comme dans un flash, une illumination. Et j'ai saisi juste un détail au vol en vous écoutant, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Vous avez dit que le livre contenait 1101 photographies. Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on part de l'écriture binaire, c'est-à-dire avec que des 0 et des 1, 1101, c'est l'écriture de 13. Et 13, ça, je mettrais ça en face de deux événements. Le premier, c'est que autobiography, c'est le titre anglais, c'est un titre de 13 lettres, d'une part. D'autre part, le livre est paru en 1980. Sol Lewitt est né en 1952. Est né en 1928. Il avait donc 52 ans. Et 52 ans, c'est intéressant parce que 52 ans, c'est 4 fois 13. Et 4 fois 13, pardon, mais ça nous permet de faire un pas tout à fait intéressant parce que du coup, ça met en lien 13 et 4. C'est-à-dire que 13, c'est 4 plus 1. 13, c'est l'écriture du 4. Et c'est un livre carré, plein de photos carrées. Donc, voilà. Ma question, c'est est-ce que le 13, là-dedans, ça fait sens? Et est-ce que ça parle du carré comme étant 3 coins plus un quatrième qui serait différent? Voilà, c'était ça ma question. Est-ce que c'est pertinent? Voilà, sinon, excusez-moi. On est en pleine numérologie, mais je vous remercie pour cette remarque qui est en fait tout à fait passionnante. J'ai pas bien compris au début comment vous arriviez à 13. Vous pourriez juste répéter la logique de ce calcul? Alors, ça c'est l'écriture binaire. Oui. L'écriture binaire, on écrit avec oui, avec des 0 et des 1. Avec des 0 et des 1. Oui. Donc 1, c'est 1. Oui. 2, c'est 10. 3, c'est 11. 4, c'est 100. 5, c'est 101. 110, 111, 1000, 1001, etc. Et on arrive à 13, 1101. Voilà. Alors, parenthèse, juste, ça semble absurde. Je voudrais juste dire au passage, pour éclairer un peu par un autre biais, je me suis beaucoup intéressé au travail de Bernard Noël, et ça a l'air très loin de ses préoccupations. Pourtant, tous les titres de ses livres ont 15 lettres. Le Château de Seine, Extrait du corps, les premiers mots, etc. Ce qui est 70 titres, 15 lettres. C'est quand même assez étrange. Et parmi eux, il y a un livre de poèmes qui s'appelle La chute des temps. Et La chute des temps est un livre de 1111 vers. Et 1111, c'est 15. Voilà. Alors j'ignore quelle était la culture numérique de Sol Lewitt en 1980. C'est vraiment très tôt dans cette histoire, là. Moi j'ai pensé aussi, j'ai réfléchi à ce chiffre. Et puis, comme toujours dans le cas de Sol Lewitt, on se demande ce qui est de l'ordre de la raison et de ce qui est de l'ordre de l'accumulation ou du chaos. Moi, j'y ai plutôt vu un chiffre qui était un chiffre arbitraire. Si ça avait été 1001, évidemment, j'aurais tout de suite pensé aux 1001 nuits. Mais je n'ai pas pensé que 1101 pouvait être l'effet d'une multiplication. C'est peut-être un problème de divisibilité. Pardon ? C'est des cases de 9. Il y a peut-être un problème de diviseur, tout simplement. C'est lié au nombre de pages, non ? Oui, tout à fait. Je ne vais pas répondre à cette hypothèse-là. Elle m'enchante, évidemment. Elle montre en tout cas que
que cet objet est une œuvre vraiment ouverte, mais j'ai pris quelques risques en tirant Lewitt du côté de la nature morte. Je ne sais pas si j'oserais le tirer du côté de la culture numérique à ce point-là. Merci en tout cas pour cette remarque. Merci. Ma question s'adresse à Daniel Méo. Votre premier point s'intitulait « L'identité d'autrui ». Et vous avez mentionné Stéphanie Solinas avec Dominique Lambert. Alors, il se trouve qu'après avoir élaboré les portraits robots de 21 Lambert qui ont accepté de répondre à l'interrogatoire, il y a eu ensuite l'organisation d'un vernissage et ils ont été tous invités. Oui. Alors, ma question est de savoir quelle a été leur réaction devant ces portraits robots, devant cette réalité désormais artistique de leur personne humaine, en fait, et physique. Est-ce qu'ils ont réagi? Comment? Alors, je ne sais pas exactement comment ils ont réagi. En revanche, ce que j'ai omis de dire, c'est que lors du vernissage, il y avait un psychiatre ou un psychologue qui était là et qui était chargé de recevoir les Dominique Lambert et de recueillir leur verbalisation par rapport à l'exposition. Donc, ils avaient l'occasion de manifester et de parler sur leur expérience de la chose. Mais après, ça n'a pas été rendu public. Alors, j'ai une question, je vais essayer de la formuler de façon claire, mais ça va être un peu compliqué pour moi. C'est pour l'ensemble des intervenants. J'ai l'impression que vous avez démontré l'importance de l'histoire personnelle, du vécu, du passé de l'artiste et qui interfère, qui vient nourrir l'œuvre. Et c'est une grande question comme ça que je vous soumets. Pensez-vous qu'il soit impératif d'opérer donc une mise en lien systématique, oui, j'ose le dire, systématique, du vécu de l'artiste avec son œuvre, c'est-à-dire avec l'objet qu'il fabrique dans le cadre d'études critiques, de pratiques artistiques qui ont recours à une intention documentaire, qui tendent vers une intention documentaire. Moi, je me sens pas trop concernée par cette question. Mais c'est pas... Non, mais au sens où moi, je parlais pas d'artiste. Pauline, je parlais pas d'artiste, je parlais du tout, en fait. Mais peut-être que toi, tu es plus concerné. Moi, je pense qu'il n'y a absolument aucune obligation d'aucune sorte. Il y a une personne qui signe le contrat, c'est l'artiste lui-même, à partir du moment où il s'engage dans une démarche autobiographique. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de plasticiens contemporains, d'artistes, qui ont choisi de faire le pas autobiographique, mais avec 1001 degrés. Parce que, par exemple, Boltanski Christian, dont vous avez parlé, lui, sa vie, c'est son matériau. Et il l'a travesti, il la change, il la modifie. Sophie Calle, c'est pareil. Je reste persuadée qu'on ne sait pas grand-chose de la vie de Sophie Calle, alors que toute son œuvre est autobiographique. Donc il me semble qu'il n'y a aucun impératif et aucun attendu, et qu'il y a même une certaine forme de naïveté à vouloir faire correspondre à tout prix une expérience de vie. Bien sûr, à titre documentaire, cette expérience de vie, elle est intéressante. Ce qui paraît peut-être plus intéressant, c'est effectivement de se pencher sur ce qu'a été la formation politique, esthétique, intellectuelle d'un individu dans l'époque où il a vécu. Ça, il me semble que c'est une... Je suis désolée s'il y a des structuralistes dans la salle, mais il me semble que c'est d'une grande bêtise de vouloir dissocier une œuvre du contexte social et historique dans lequel elle a été produite. Et l'individu est un fruit de ce contexte social et historique, donc on ne voit pas pourquoi on couperait ce lien. Mais après, non, il me semble qu'il n'y a pas d'obligation. Moi, je voudrais rompre une lance en faveur de la biographie. Je crois qu'elle est constitutive des études historiques, d'histoire littéraire, d'histoire... de l'art, et que évidemment lorsqu'on s'attaque à un objet qui s'appelle l'autobiographie, il ne faut pas prendre cet objet comme un espèce de reflet ou de manifestation automatique d'un être, d'une identité ontologique qui serait celle de l'artiste, mais c'est un objet qui est le produit d'un jeu, parce que toute autobiographie ou toute biographie est une construction qui confine d'un côté à l'autofiction, de l'autre au
portrait, avec entre deux des alternatives qui peuvent être prosopographiques ou autres. C'est un vrai objet de connaissance et de savoir. Et je crois que ce serait vraiment une erreur fondamentale, en dehors des cas de Lewitt et des cas qu'on a évoqués ici, d'abstraire l'œuvre du corps de l'artiste, autant que le corps est un corps social. Ça n'est pas un corps individuel, c'est un corps social, historique. Et c'est un corps qui produit, tout compte fait. Une observation à propos de l'intervention de Daniel Mio. Tu nous as présenté l'œuvre de Hans Eichelbohm, Identité, qui frappe par sa mise en scène ludique de biographies possibles alternatives. Et tu as évoqué à ce propos le genre de l'uchronie de la fiction qui décrit des cours d'histoire alternatifs. Or, il y a plus précisément aussi des textes littéraires de cette époque qui appliquent ce modèle à la biographie d'une personne. Par exemple, la pièce de théâtre Biographie ein Spiel de Max Frisch, un auteur suisse, où un homme refait sa biographie ou certains moments de sa biographie. Peut-être ça serait une piste à suivre. Max Frisch. Max Frisch. Oui, ça. Oui, j'ai une question pour Daniel Méo. J'ai beaucoup apprécié toutes les interventions. Je voulais... ça m'a évoqué d'autres travaux qui soit se positionnent en écho à certains des œuvres présentées ou encore qui permettent d'aller un peu plus vers la fiction. Je pensais aux Innocents de Taryn Simon, qui est une série qui est aussi fondée, Taryn Simon travaillant beaucoup sur l'enquête aussi comme méthode de travail. Et cette série porte sur des personnes qui ont été accusées à tort de crimes aux États-Unis. Et je pensais également au travail d'Omer Fast, qui permet d'aller davantage vers la fiction, et notamment à la vidéo Godville, où il est allé à la rencontre de personnes qui vivent, qui ont au quotidien une double personnalité, qui jouent un personnage de fiction au sein d'un village qui est une reconstitution d'une commune, d'une ville telle qu'elle était au 19e. C'est assez troublant et je me demandais si ça pouvait pas être un moyen de prolonger la réflexion. Et par ailleurs, j'avais une question par rapport à la différence. J'ai pas très bien compris si la manière dont vous distinguiez protocole de méthode. C'est quelque chose qui m'interroge pas mal personnellement. Est-ce que vous faites une distinction et si vous la faites, comment vous différenciez les deux termes? Donc protocole de méthode. Et c'est une question qui s'adresse à tous ceux qui sont intervenus jusqu'à présent. Je ne sais pas bien. Pour moi, le protocole est nécessairement affiché, donné comme tel et partie, enfin oui, forcément lisible. Est-ce que la méthode, il en va de même? Peut-être pas. Peut-être que la méthode, c'est quelque chose qu'on peut constater a posteriori en constatant que finalement on a adopté une méthode, alors qu'il y a cet affichage en amont du protocole comme partie prenante. Hein. En l'occurrence, dans la façon dont je traitais le sujet là, j'employais les deux termes de manière assez... oui, c'était à peu près des équivalents. Sur la géophotographie, je me suis posé la question et je pense que c'est une entrée qui permet peut-être de dialoguer aussi avec le champ des sciences sociales où la distinction entre les deux termes est peut-être plus évidente. Je pense notamment aux méthodes de Jean-Yves Petitot qui ressemblent plus à ce qu'on pourrait appeler un protocole dans le champ de l'art. Voilà, c'est une manière d'ouvrir le débat. J'ai commencé à faire la même réflexion parce qu'il y a eu
à plusieurs reprises dans les journées, dans ces 3 journées, on a fait référence à Odos comme chemin et donc comme marche, démarche. Voilà, et donc en lien avec protocole, mais effectivement, en tant qu'anthropologue, j'utiliserai pas le mot protocole, mais j'utiliserai le mot méthode, et j'ai l'impression que du point de vue du monde artistique, on emploierait plus facilement le mot de protocole. Donc il me semble qu'il y a une dimension de l'acceptation d'une dimension aléatoire qui n'est pas, au contraire, qui va devoir être plus justifiée du point de vue des sciences humaines et sociales, et elle est plus acceptée justement comme étant partie du protocole dans un domaine des arts. Donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose de très proche, mais en même temps assez distinct dans les deux usages. Et d'ailleurs, ce que je trouvais intéressant dans vos 3 présentations, c'est que finalement on a l'impression, là ça c'est un peu aussi une question que je vous pose, mais que du coup le processus de l'enquête devient le lieu à la fois d'une possibilité de subjectivité et de scientificité à la fois, qui relie du coup d'un côté le monde plutôt des historiens, des sociologues qui décident de faire des autobiographies, où le processus de la mise en scène ou la mise en récit du processus d'enquête devient à la fois lieu de subjectivité et preuve de scientificité. Et dans les artistes, c'est probablement une articulation similaire. Je pense que protocole inclut une dimension d'arbitraire qui me semble moins là dans la notion de méthode, puisqu'une méthode, elle est assise sur des présupposés qui sont justifiés par l'objet. Enfin, on prend une méthode et on légitime sa méthode pour des raisons. Or, la notion de protocole inclut, en tout cas, une arbitrarité possible. Et ça, je pense que ça fait une différence, il me semble. Tout à fait. En réfléchissant. Oui, et puis techniquement, le protocole, c'est ce qui vient avant, ce qui est collé avant, tandis que la méthode, c'est ce qui s'exerce en acte. Donc il y a une différence aussi dans le processus même d'élaboration de l'œuvre. Je pense qu'il n'y a pas de protocole dans le cas de l'ouvrage dont j'ai parlé, mais le protocole est donné à travers l'aspect apparemment méthodique de l'ouvrage, de manière vraiment performative, mais pas en tant que ce qui est proto, ce qui est posé avant. D'autres questions ? C'est peut-être une question pour Véronique, une question ou un prolongement, un élément de discussion. Vous avez très bien souligné qu'évidemment les travaux de ces historiens se construisaient à partir d'une conscience, d'une dérive fictionnelle, pour reprendre vos propos. Et il me semble qu'il y a aussi un autre aspect ou une autre valeur donnée à la fiction, c'est la fiction comme possibilité d'expérimentation, comme capacité de mise en forme. Et c'est, me semble-t-il, très marquant à la fois chez Jablonka et chez Philippe Artière, c'est-à-dire que la fiction, c'est à la fois ce qui permet de produire une forme expérimentale. Donc, par exemple, Jablonka va chercher la vie mode d'emploi pour tout un chapitre où il décrit la rue où ses grands-parents, pour la dernière fois, habitaient à Paris. Donc, il utilise un modèle romanesque pour pouvoir produire un inventaire. Donc là, c'est un dispositif. Il utilise évidemment ce qu'il appelle les fictions de méthode. Et il y a aussi un moment où, à la fin de son récit, il utilise les récits au conditionnel, une vie potentielle de ses grands-parents, où il imagine ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec l'intervention de Daniel Méo, presque une histoire alternative de ses grands-parents. Et chez Philippe Artière, évidemment, c'est toute la fiction du côté de l'infantisme, du côté du ludique, du côté du potentiel qui se manifeste, mais aussi des fictions d'énonciation, enfin des déplacements d'énonciation, dont la deuxième partie de Vie et mort de Paul Génie, où il prend la parole à la place d'eux, avec des changements. Et là, du coup, la fiction, elle est extrêmement intéressante, me semble-t-il, chez Philippe Artière, parce que la fiction, c'est une sorte de capacité, de plasticité de l'identité. Capacité à expérimenter des phénomènes d'identification, et ça va dans le sens de son jeu avec la robe de prêtre, de jésuite, pour mimer Paul Génie. Voilà, donc j'avais l'impression que la fiction était évidemment cadrée en permanence, mais en même temps qu'elle était peut-être aussi un élément fort d'expérimentation et de production de savoir.
Oui, mais je crois que le cas de Jablonka et Artière, c'est pas du tout la même chose. Parce Bien que sûr, bien Jablonka, il dit « je ne fais pas de fiction, je ne fais pas de fiction, je suis rigoureux, je ne fais pas de fiction ». Et pour moi, le fait qu'ils prennent, par exemple, le modèle romanesque de la vie mode d'emploi, c'est-à-dire le modèle d'un immeuble avec différents appartements qui décrivent les uns après les autres, bon, il avoue une sorte de lien affectif avec Perec parce qu'il a vécu rue Villain. Et je suis un petit peu brutale, mais qui aujourd'hui n'utilise pas Georges Perec comme modèle? C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait compter. Donc non, mais il me semble qu'il y a une possibilité, il me semble qu'il y a une petite ambiguïté dans sa position parce qu'il y a à la fois un discours de véridicité très fort et très marqué, etc. Et une utilisation ponctuelle de la fiction, mais qui ne s'avoue pas vraiment comme fiction. Par contre, j'avoue être plus impressionnée par la démarche d'Artière qui, lui, assume à fond le jeu de la fiction. Et justement, parce qu'il l'assume à fond et parce qu'il en dénude les mécanismes, on finit par comprendre ce qu'il a cherché à faire, c'est-à-dire à se couler dans les différentes identités, à devenir Bambino Marquis, mais justement comme l'historien foucaldien qu'il est, c'est-à-dire en se mettant en dehors des cadres de l'époque, de ce qu'on considérait comme la folie, le crime, etc., et en essayant de comprendre ce qu'a été la trajectoire singulière d'un individu soumis à la pression du fascisme. Donc il me paraît, aussi curieux cela puisse-t-il paraître, que ce récit extrêmement bizarroïde de Philippe Artière, tout composite avec ses petits morceaux et ses changements d'énonciation, laisse au bout du compte, en termes de lecture, une impression d'exigence intellectuelle beaucoup plus nette que le récit d'un historien archi-documenté qui, à la fois, a une position de « je cherche une vérité, je veux restituer une vérité », et en même temps est parfois très lyrique et romance énormément, ses découvertes, Alors... Chez Philippe Artière, il y a aussi le lyrisme de la découverte de l'archive. Hein. Vous l'avez. Oui, mais en même temps, ce lyrisme de la découverte de l'archive, je trouve que même s'il est exprimé dans des termes assez voisins, il n'a pas tout à fait la même résonance parce que ces récits ne sont pas construits pareil. Certainement quelque chose qu'il faudrait interroger plus avant, mais comme je le disais, le fait que j'ai regroupé ces 5 textes, ce sont pas tout à fait les mêmes. Yvan Jablonka, il est dans une posture particulière parce que lui, finalement, il revendique une forme hybride, justement une forme où les distinctions entre le discours scientifique et le discours fictionnel tomberaient, où on pourrait à la fois... Si, quand même. Dans l'histoire est une littérature contemporaine. Il ne dit pas qu'une forme où l'opposition entre récit historique et récit fictionnel. Il dit entre littérature et récit historique. Oui, entre littérature et... puis il parle de littérature factuelle. Enfin, tout à fait. Oui. La fiction reste très cadrée. Non, c'est vrai. Mais je trouve quand même que chez lui, il y a un tropisme fictionnel régulier qui est ressorti sous sa plume et qui n'est pas explicité. Alors que le tropisme fictionnel soit là, c'est absolument pas grave, c'est absolument pas gênant. Simplement, il me semble qu'il y a une sorte de contradiction entre cette position qui est à la fois de recherche très exigeante, très précise. En gros, il me semble que Philippe Artière, avec ses procédés baroques, y arrive mieux. Voilà. Ce qui me fait... Disons, l'idée que la fiction puisse être fausse m'intrigue. Ça voudrait dire qu'il y a autre chose que dans l'écriture, qu'il y a un régime d'objectivité absolue, un discours qui puisse être totalement scientifique. Mais je crois que on a un petit peu, de manière homologique, on pourrait parler d'ailleurs de l'idée même du documentaire, de la photographie documentaire. C'est ce que tu montres dans les travaux que tu as présentés, au sens où ces photographies se présentent comme de l'ordre de l'évidence documentaire, mais en réalité, elles construisent des discours qui sont aussi bien documentaires que fictionnels. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer fiction et objectivité. Je pense qu'il y a en littérature des écritures factuelles et en photographie des démarches d'enquête, précisément, peut-être, ou des démarches de quête, de questionnement du réel ou de recherche de coller au réel. Alors évidemment, on est toujours dans une démarche de tendance, mais je pense que il n'y a pas de l'objectivité. La fiction, la factualité, ça existe quand même. Le renvoi au réel, ça existe. Et c'est quand même un tropisme qui existe. Enfin, c'est précisément l'objet, il me semble, de ce colloque, dans une certaine mesure. Et c'est pas par opposition à la fiction, parce que ce tropisme de réalité, il peut être là dans des fictions, tout à fait, et il peut être là
dans des démarches factuelles, avec une dimension d'écart qui est forcément toujours présente, ça va de soi, mais c'est un tropisme qui est quand même là. Donc je pense qu'il faut sortir de l'alternative. Voilà. Non, après, il y a une chose qui compte, il me semble, c'est que la notion est toujours opératoire, c'est la notion de pacte. C'est qu'à un moment donné, quand la personne fait quelque chose, qu'elle soit relativement claire sur ses intentions, en disant, et Artière, il est tout à fait clair là-dessus, parce qu'au fur et à mesure, quand il met son déguisement, il explique ensuite pourquoi il a mis son déguisement, et au fur et à mesure, on va le découvrir. Dans le deuxième chapitre, on est confronté à des ruptures initiatives qui ne sont pas indiquées comme telles. On est obligé de s'accommoder en tant que lecteur à ce qu'il nous propose. On n'a plus du tout cette dimension de pacte. D'accord. On a une autre question ici. Donc c'est une question complémentaire pour Daniel. À propos notamment pour ces expositions, donc qui font appel à des dispositifs de participation, soit en amont, soit en aval. Est-ce que il y a eu une autoproduction des artistes ou un accord un peu aussi de coproduction avec le lieu d'exposition pour assurer le financement de ces expositions? Est-ce que tu as des données sur ce point ou... Non. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu différents types de présentations et qu'elles ont été montrées en plusieurs occurrences sous différentes formes. Ça se voyait avec le dispositif du groupe AESF plus F. Non, plus... j'ai un doute, R, enfin bon, je m'embrouille, où il y a eu différentes formes. Bon, c'est des installations qui connaissent des scénographies extrêmement multiples, et l'œuvre de Solinas a connu des formes extrêmement variées. Non, pour moi, il n'y a pas eu commande ou coproduction, mais je n'ai pas toutes les données.